5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Jacques Migan crée la polémique au sujet d'un éventuel et hypothétique troisième mandat auquel il convie Patrice Talon, l'ancien bâtonnier invité d'une chaîne de télévision privée, à évoquer un supposé rapport de sondage réalisé auprès des populations de certains villages qui réclament le maintien de Patrice Talon au pouvoir au-delà de 2026. Pourtant, le chef de l'État a toujours clamé à maintes reprises qu'il partirait au terme de son second quinquennat. Les propos de l'homme de droit, membre du parti Bloc républicain, ont provoqué dès lors un tollé général. Un citoyen béninois a même saisi la Cour constitutionnelle. Le recours est déposé au secrétariat de la haute juridiction. Doit-on ranger la déclaration de Maître Jacques Migan dans la catégorie des faits divers ou faut-il prendre cela beaucoup plus au sérieux et punir à l'avenir ce genre d'affirmation qui met à mal la paix et la cohésion sociale dans un contexte régional où la question du troisième mandat, on va le voir avec le Sénégal, par exemple, suscite colère et manifestations, on en parle. Pendant ce temps, la libération de Joël Aïvo et Ricky Amadougou est souhaitée par le parti d'opposition, les démocrates. Le parti a dévoilé à la presse vendredi dernier une proposition de loi spéciale pour eux, mais aussi les autres opposants condamnés en détention ou en exil, selon les responsables du parti. Eh bien, le texte est rédigé pour faciliter la décrispation, la pacification et la réunification. Aura-t-il le texte donc un écho favorable? Quelles peuvent être les implications d'une telle initiative? Nous en parlons. Puis, au Sénégal, justement, Macky Sall entretient le flou au sujet d'un éventuel troisième mandat à la tête du pays, à moins d'un an de l'élection présidentielle prévue en février 2024 et dans un contexte politique très tendu sur fond de procédures judiciaires visant l'opposant Ousmane Sonko. Le chef de l'État sénégalais n'est toujours pas très explicite sur ses intentions. Dans un entretien paru il y a tout juste une semaine dans l'hebdomadaire français L'Express, il estime en avoir le droit, ni oui ni non. Le moment venu, je ferai savoir ma position. D'abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise, affirme Macky Sall, laissant ainsi libre cours aux supputations et aux interprétations. Jeu de dupes ou poker menteur, en plateau, nous menons la réflexion. Et pour en parler, je reçois pour vous ce matin, j'ai le plaisir de recevoir avec côté Tanguy Agoï, mon confrère de Canal 3 Bénin. Bonjour et bienvenue Tanguy. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir sur 5 sur 7 matin. Partagé. Et en face de vous, mon cher Francis Lojatadé, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Bonjour, pas de commentaire. Et on sera rejoint tout à l'heure par Dr Paul-Marie Wessou. Il est théoricien de la gouvernance d'État. Mais avant qu'il ne nous rejoigne, bien évidemment, nous allons évoquer déjà le premier sujet. Tanguy Agoï, est-ce que vous êtes surpris des propos de Maître Jacques Migan quand on sait que c'est un ancien bâtonnier, un homme de droit quand même, qui visiblement promeut qu'on torde le cou, je vais dire, aux dispositions légales? Est-ce qu'il propose qu'on torde le cou aux dispositions légales? Il a dit que selon des sondages de certain nombre de villages qu'il aurait parcouru au Bénin, bon, reste à savoir s'il pouvait nous proposer les noms de ces villages, et bien que la tendance est au maintien de Patrice Talon au-delà donc de 2026 en tant que président de la République. Cela n'appelle pas officiellement au viol de la Constitution, puisque d'abord nous ne sommes pas encore en 2026. En plus, je ne crois pas que dans son idée, dans sa proposition, c'est qu'en l'État, qu'on reste avec la Constitution telle qu'elle est et que Patrice Talon se propose comme candidat. Donc pour l'instant, moi je ne vois pas en quoi est-ce qu'il viole les textes de la République. Vous aviez mis exprès, je ne sais pas si c'est exprès, l'accent sur son côté d'homme de droit. N'oubliez surtout pas que, et c'est quelqu'un qui l'a dit récemment, que dès lors qu'un avocat entre en scène politique, il n'a plus, loin de moi toute idée d'injure, il n'a plus toutes ces dispositions intellectuelles pour être neutre et juger en tout cas de l'appréciation et de l'applicabilité d'une loi. Encore que un avocat, même quand il est en plein dans sa profession et qu'il est appelé à défendre une cause, à défendre un homme ou à défendre un sujet, il a aussi sa façon à lui de percevoir la loi, d'interpréter la loi. Voilà, exactement. Et ça peut ne pas être la compréhension que vous et moi, nous en avions. Donc, déjà, c'est un partisan en termes d'interprétation de la loi. Dès lors qu'il entre en scène politique, ça devient davantage
plus partisan. Troisième élément d'analyse, et là c'est une appréciation personnelle, j'ai l'impression qu'il y a une errance dans les interventions de Jacques Migan depuis quelques années maintenant. En tout cas depuis 2016 où, ma foi, j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas si c'est une volonté ou un désespoir à la limite de se montrer serviable et à la disposition d'un homme, d'un régime quitte à parfois tenir un langage qui n'est pas forcément honorable pour son rang et pour son parcours. Je rappelle que Jacques Migan, c'est quand même un grand avocat du Bénin. Bâtonnier. Bâtonnier, s'il vous plaît. Et donc, on n'a pas occupé ce poste, on n'a pas été à ce niveau-là parce qu'on ne connaît rien. Et donc, en arrivée, parce qu'on est devenu acteur politique peut-être, puisqu'il est membre du bloc républicain, a tenu des propos, a tenu des attitudes, et je crois qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. On l'avait soutenu un certain nombre de choses, défendre un certain nombre de sujets qui parfois vous laissent pantois devant son, je dois dire, son tout naturel. À défendre et à prendre ce genre de position. Je disais donc que moi, il ne me surprend pas dès lors que depuis un bon bout de temps maintenant, il est enclin à prendre des positions qui, ma foi, sont vraiment surprenantes. Jacques Migan, même s'il vient demain matin me dire, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas quoi inventer, je ne suis pas très surpris. D'accord. Parce que vraiment, c'est à la limite qu'il commande une attention du pouvoir en place, sinon pour être plus précis, de Patrice Talon. Et ce qui est dérangeant, c'est justement le fait que l'homme aux yeux de qui il veut se montrer serviable, gentil, il ne donne pas l'impression vraiment de s'intéresser à lui outre mesure. J'ai même l'impression qu'il l'agace. J'ai l'impression, je dis, qu'il l'agace et qu'il n'a même pas les oreilles sur ce genre de truc. Docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci de rejoindre le débat. Merci. On revient à vous tout à l'heure, le temps de prendre l'avis donc, de Francis Eloge Attali sur la question. Jacques Migan, comment est-ce que vous percevez ces propos? Non, mais il faut avouer que déjà dans votre introduction liminaire, vous avez répondu à la question plus ou moins. Est-ce que c'est un fait divers ou bien il faut le prendre au sérieux? C'était justement une question. Oh, est-ce qu'il faut ranger cela dans la catégorie des faits divers? Non, permettez-moi de faire trois constats. Le premier, c'est que Jacques Migan est un avocat et puis il a été bâtonnier. Vous savez que les avocats ne défendent pas les causes parce que les causes sont justes forcément, mais parce que c'est bon de défendre une cause. Premier aspect de réflexion. Second aspect, c'est qu'il faut avouer que Jacques Migan, il peut se tromper. Et je crois qu'au Bénin, depuis quand on enferme quelqu'un pour ses avis? Nous sommes un pays démocratique, nous faisons la marche démocratique, nous travaillons à ce que la culture démocratique soit une effectivité au Bénin. Et à ce titre, c'est que nous devons défendre évidemment la possibilité à tous citoyens d'exprimer liberté de pensée, liberté d'action, liberté de réflexion. Et à ce titre, je crois que Jacques a émis un avis et il en est responsable. Et troisième niveau de réflexion, il faut dire en fait que Jacques peut-être a manqué de s'instruire. Je le dis parce que le chef de l'État a été assez expressif. Vous savez qu'il y a eu vos collègues de TV5 Monde, de RFI et autres qui sont venus rencontrer le chef de l'État à ce sujet. De France 24, en oui, France 24. Il y a eu un débat à ce sujet. Et ils ont même voulu piéger le chef de l'État et lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Et je crois que le chef de l'État, Patrice Talon, a bien dit que c'est une première dans l'histoire du Bénin et des constitutions africaines qu'un chef d'État ait la volonté d'introduire dans la Constitution, dans un texte constitutionnel, un bout de phrase qui garantisse, qui met des garde-fous au dépassement des mandats présidentiels. Je crois que la Constitution de l'article 42, au terme des dispositions de l'article 42, c'est qu'il est bien dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais nous avions ajouté un bout de phrase. En aucun cas, nul ne peut exercer de sa vie plus de 2 mandats présidentiels. Je crois que je n'ai vu dans aucune constitution en Afrique, pour le moment. J'ai fait le droit constitutionnel, j'ai fait le droit politique contemporain, j'ai vu Théodore Olo prendre l'angle et dire, fustiger les propos de Jacques, mais il n'a pas dit qu'ailleurs, il y a une constitution qui ressemble à celle du Bénin au terme des dispositions de l'article 42.
Et le chef de l'État béninois a bien dit que c'est sur son initiative en 2019 qu'on est allé à l'introduction de cette phrase-là, parce qu'il sait que les Béninois sont attachés à la limitation des mandats. En plus de ça, le chef de l'État s'est trouvé le bon plaisir. Mais permettez-moi de le dire comme ça, parce que personne ne l'obligeait à procéder à une clarification conceptuelle et même sémantique sur second et deuxième. Et devant la représentation nationale, il a dit que c'est son second mandat et notre deuxième mandat. Alors, je crois que les règles de grammaire, j'ai en face de moi un professeur qui connaît un docteur, oui, si, mais oui, qui connaît bien l'usage des mots et le choix des mots, le choix judiciaire des mots. Et Jacques Migat, c'est quand même après tout un avocat. Il doit savoir que si le chef de l'État, celui qu'il veut défendre, est allé jusqu'à clarifier devant la représentation nationale, second et deuxième, parce que second, ça veut dire qu'il n'y aura pas un troisième, et un deuxième, il est probable qu'il y ait un troisième. Et le chef de l'État a bien dit que c'est son second mandat. Donc c'est le dernier. Alors, je ne sais pas si Jacques a pu s'instruire pour savoir que le chef de l'État a été assez clair et assez limpide dans sa démarche. Et il a même dit qu'il y a bien d'autres qui peuvent faire le job. Ailleurs, je crois qu'il a été obligé de rappeler à Babouvier qu'il ne va pas lui faire dire qu'au Bénin, c'est le développement d'abord et la démocratie après. Mais il a dit que la démocratie doit engendrer le développement et pas le contraire. Je crois que de ce point de vue, sous ce angle qu'on apprécie, le chef de l'État est dans un style. Et ce style, c'est Jacques qui ne l'a pas compris, il a agi en méconnaissance totale, non seulement des dispositions de la Constitution, puisque l'article 34 de la Constitution nous oblige tous à respecter la Constitution et les lois qui sont en vigueur, mais aussi il est allé en violation de la volonté du chef de l'État. Et là, à ce titre, je crois qu'on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il n'y a aucun test du droit pénal qui dit que quand on a émis un point de vue qui n'est pas accepté, qu'on doit être interpellé par une juridiction. Il peut être contredit sur le terrain de l'argumentation. Et c'est ce que nous faisons pour qu'ils puissent davantage faire l'effort d'aller lire ces livres de grammaire et de vocabulaire. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, beaucoup ont au fait, ou certains, pas beaucoup, certains ont au fait de penser qu'il s'agirait évidemment d'un ballon d'essai pour prendre un peu la température, pour voir comment réagiraient les populations, comment réagirait l'opinion. Est-ce que vous faites aussi cette analyse? Moi, je ne vais rien exclure. Bonjour d'abord et bonjour à tout le monde. Et moi, je ne vais rien exclure. Mon ami Attali semble très, très, très clair sur la position du chef de l'État. Mais je vais lui rappeler que en 2020, c'est le même personnage. En 2020, donc, c'est le même personnage qui est sorti pour nous dire que le chef de l'État va briguer un deuxième mandat. Et ça n'a pas raté. Donc, on peut déjà commencer à se dire que bon, ce n'est pas pour la première fois qu'il le fait. Pour la première fois qu'il sort pour dire des choses comme ça. Mais moi, je vais dire une chose. Vous avez fait référence à sa qualité d'avocat. Maintenant, nous sommes en politique. Et je crois savoir, peut-être que je me trompe, qu'il est membre du bureau politique du bloc républicain. Et qu'à ce titre, le bloc républicain devrait sortir pour nous dire que sa position n'est pas la position du parti. Parce qu'il a une responsabilité. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle animer la vie publique. Et je l'ai toujours dit, moi je ne sais pas, depuis quelques années, nous sommes tombés dans une léthargie politique dans le pays où les partis politiques sont là seulement pour, je ne sais vraiment quel rôle ils jouent. C'est quand les élections s'approchent que, bon, pour quelques 15 jours, on les entend parler. Mais moi, je crois que soit le parti sort pour dire clairement que ce n'est pas la position du parti, si tant est qu'on ne veut pas entretenir le flou, puisque, comme je l'ai dit, il a déjà fait ça, il a déjà fait une fois, mais ce qu'il a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, donc, soit le parti sort pour dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas la position du parti, c'est la position de Jacques Migat en tant qu'individu, puisqu'il est membre du bureau politique du parti, où le parti, très sincèrement, prend des mesures de discipline. Parce que
en tant qu'homme politique, il doit savoir que toutes les déclarations qu'il fait engagent beaucoup de monde, y compris les institutions, c'est-à-dire l'institution dont il est responsable, hein, et ça engage beaucoup de monde. Et il doit, c'est-à-dire que même si c'était dans l'hypothèse que, oui, on l'a envoyé dire ça pour voir comment les populations vont réagir, je crois qu'il doit savoir prendre ses responsabilités propres à lui, parce que face à la population, vous voyez que le tollé que ça crée, c'est presque tout le monde qui en parle. Et on se préoccupe. Et moi, je crois que si je veux aller dans le sens de Francis et reconnaître que le chef de l'État a clairement clarifié cette question-là de troisième mandat, et que ça va être sa volonté jusqu'au bout. Si je veux être dans ce sens, moi je veux croire que on doit très rapidement éteindre ce feu-là et se préoccuper, comme le chef de l'État l'a fait en d'autres temps, se préoccuper des questions du quotidien excusez-moi de le dire quand même, de se préoccuper du quotidien des Béninois, parce que il est membre d'un parti politique, les Béninois sont dans la souffrance, et lui dit que la préoccupation des Béninois, c'est le troisième mandat pour le chef de l'État. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous voyez, les politiques chez nous ne comprennent même pas ce que c'est que la démocratie. C'est ça le problème. Les politiques chez nous, intellectuels comme non intellectuels, ne comprennent même pas ce que c'est que la démocratie. Parce que s'ils comprenaient ce que c'est que la démocratie, ils ne viendraient pas parler de troisième mandat dans un pays où les tests disent clairement, et les tests que, comment on appelle, le bloc républicain dont il est membre du bureau politique, les tests ont renforcé le fait que personne ne doit chercher un troisième mandat. Il ne viendrait pas s'il vraiment il intègre la donne de la compréhension de ce que c'est que la démocratie, il ne viendrait pas lancer ça là dans le public pour que ça nous occupe et ça nous préoccupe. D'accord. Alors, Tanguy Agoye, on l'a vu au Niger, par exemple, sous l'ancien président Mahamadou Issoufou, 2 jeunes ont été foutus en prison pour avoir demandé publiquement au président de la République en son temps de briguer un troisième mandat. Est-ce qu'il faut en arriver à des mesures coercitives comme celle-là pour éviter voilà, ce genre de propos à l'avenir dans l'opinion? Je sais pas. Pourquoi pas? Peut-être. Voyez-vous, en son temps et à Niamey, on a prétesté d'une incitation au viol, des textes fondamentaux pour se saisir de ces 2 jeunes. Moi, je suis un partisan de la liberté d'opinion, sincèrement. Je pense que quelqu'un ne devrait fondamentalement pas aller en prison parce qu'il a dit ce qu'il pense. Et c'est pour cela que moi je ne trouve pas vraiment le haro qu'on est en train de crier sur le baudet migrant. Parce que nous sommes dans un pays démocratique et chacun a droit au moins à une opinion, au moins officiellement à une opinion. Donc il est dans son rôle. C'est à nous de voir si nous le prenons au sérieux ou comme si nous le prenons comme un amuseur public. Maintenant, il faut voir aussi quelle est la réceptivité de ce qu'il dit dans l'opinion publique. Pourquoi est-ce que ça provoque autant de tollé? Pourquoi est-ce que c'est si fébrile? Pourquoi est-ce que ça énerve, ça agace? Pourquoi est-ce que c'était même ça prenne à lui carrément? Parce que j'ai suivi un certain nombre de débats là-dessus et les gens vraiment lui en veulent. Ces différentes questions ont leur réponse dans, je dois dire, l'atmosphère politique actuelle, dans l'ambiance politique actuelle et surtout dans ce que nous avions connu ces 5 dernières années. Nous sommes partis de quoi? De 2004-2005 où on a essayé de faire changer la constitution à quelqu'un pour rester au pouvoir. Il est resté silencieux. Il a fallu donc que la société civile se lève et se batte vigoureusement pour que finalement, à la dernière minute, qu'il se lève pour dire « moi, je ne suis pas intéressé par un troisième mandat », alors même que son ministre des Finances faisait des pieds et des mains pour que l'organisation d'une élection présidentielle échoue. On est arrivé aux portes de 2016, on a prêté aussi les mêmes intentions à quelqu'un qu'on connaît et puis on s'est battu comme on peut aussi. Lui, finalement, il a dû désigner un dauphin. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Puis, il y a un monsieur aussi qui est venu, qui a dit qu'en réalité, on peut faire un job en 5 ans.
Et 2 ans même après avoir pris les manettes pour faire le job, on a remarqué qu'il continuait de tenir le même langage. Sauf que, à la veille de 2021, le job ne semble pas avoir été bien fait. Et donc, il a jugé utile, ma foi, donc, d'aller à un second mandat. Parachever le travail. Parachever le travail. Ce n'est pas un crime en soi, dès lors que les tests lui permettent. Sauf que, ici, dans le contexte actuel, nous avons une configuration politique qui ne permet plus vraiment d'avoir la sérénité, la tranquillité, la foi qu'il faut. C'est qu'on est dans pour un accorder... contexte de suspicion. Ça va au-delà de la suspicion. Regardez par exemple, pour qu'il y ait un 3e mandat, je vous assure qu'il peut y avoir un 3e mandat. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Pour qu'il y ait un 3e mandat, il suffit juste qu'un petit test soit introduit à l'Assemblée nationale et qu'on décide de réviser la Constitution. Et quand on voit un peu la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est vite fait. Ça passe comme une lettre à la poste. Donc, même s'il dit... Le Parlement aujourd'hui ne dispose pas, ou la majorité présidentielle ne dispose pas d'une... Pardon. Ou le pouvoir ne dispose pas d'une majorité écrasante. Pardon, les derniers acteurs de la République au niveau de la scène publique à qui il faut faire confiance, c'est les acteurs politiques. Il ne faut jamais leur faire confiance. Moi, en tout cas, moi, c'est ma position. Je ne fais jamais confiance aux acteurs politiques. Vous ne pensez certainement pas que les députés démocrates seront intégralement, en tout cas, fidèles à leur foi, à leur religion, telle qu'ils la pratiquent depuis qu'ils sont entrés au Parlement. Donc, moi, je suis sceptique quant à la résistance en griffe qu'ils ont promis avoir. Et dès lors, je pense que si on introduit quelque chose aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution, ça va passer. En tout cas, si le chef de l'État le veut, ça va passer. On connaît bien la capacité de manœuvre, la maîtrise que le chef de l'État a aujourd'hui sur la scène politique et sur les acteurs politiques. Donc, ne soyez pas si naïfs pour croire que dès lors qu'il va... dès lors qu'il lui arriverait par hasard l'envie de réviser la Constitution, qu'il va échouer. Il a pris son temps et il y est parvenu. Quelque chose qu'on est en train d'essayer depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc, même s'il promet devant Dieu, comme vous l'aviez dit, Christophe Babouvier, c'est qui? C'est un journaliste quelque part. Il ne vaut que ce qu'il vaut. Et ce qu'on dit devant lui ne vaut que ce qu'on dit devant lui. Peut-être qu'il a même oublié un instant. Donc, qu'il est beau dire devant Christophe Babouvier ou je ne sais qui, qu'il ne fera pas un 3e mandat. Ça la représentation nationale, devant le peuple béninois. Pardon. Devant le peuple béninois, il a prêté serment dans ce pays pour faire un seul mandat. Je me rappelle très bien, j'étais à la prestation de serment à Porto Novo. On connaît le fin mot de l'histoire. Donc, ne dites pas qu'on a prêté serment devant l'Assemblée nationale, etc. Ce n'est pas un acte qui oblige. En tout cas, nos acteurs politiques n'ont pas de serment officiel, n'ont pas de parole en tant que tel. Et on l'a constaté à plusieurs reprises et sur à plusieurs opportunités, plusieurs occasions. Donc, moi, je reste en tout cas sur ma position. Aujourd'hui, si le chef de l'État veut vraiment qu'on révise la Constitution pour faire un 3e mandat, il le fera. D'accord. Et c'est justement ce contexte qui fait que les gens s'énervent pour ces genre de propositions. D'accord. Alors, Francis Euleux-Jatalier, est-ce que finalement, ce n'est pas une blague de mauvais goût, ces propos-là de Jacques Migant, parce qu'on se rend compte à l'évidence qu'on commence par mener de grandes réflexions, par faire de grands débats. Est-ce que X ne va pas faire ça? Est-ce que tel ne va pas faire ci? Est-ce que, et finalement, on se carte de l'essentiel? J'ai vu sur le plateau des gens bien, et je crois que nous devons élever la qualité du débat. Je veux commencer par dire à mon frère à Goï Tanguy que le chef de l'État, en prêtant serment, n'a jamais dit que c'est un mandat unique, parce que, écoutez, le texte du serment est dans la Constitution. Donc, s'il y a eu viol du serment, c'est qu'on peut lui faire reprendre le serment. Il s'est passé ici au Bénin. Sous Kédékou, il a prêté un serment, et par la suite, c'est à la présidence qu'on a repris le serment. Ça peut se faire. Et c'est une volonté politique d'aller à un mandat unique, mais qui n'a pas prospéré au Parlement. Et puis, bon, comme la Constitution autorise... Il est passé à autre chose. Comme la Constitution autorise qu'il fasse un second mandat, il l'a fait. Donc, si vous dites que c'est un goût d'inachevé, tant mieux. Moi, je veux qu'on opine sur les tests de factuel. Alors, je crois que le docteur a dit que, en fait, que les acteurs politiques, moi, je ne veux pas que ce soit englobant. Parce que si vous dites qu'il
y a une léthargie, il n'y a pas d'animation politique. Il estime que le BR devrait se désengager, de se désolidariser de Jacques Migan. Jacques Migan est juste un membre du Bloc républicain. Il n'est pas porte-parole du Bloc républicain. Le porte-parole, c'est Yahweh Déou Janvier. Et le porte-parole là est renforcé à leur niveau par d'autres acteurs que vous connaissez. Dissel Amoussou, vous connaissez Fred Kwenou qui vient de passer. Vous voyez bien d'autres acteurs, en fait. Bertin Korovi qui par moment intervient. Donc on sait ceux qui peuvent parler au nom. Et puis il y a le président Abdoulaye Biotchadé lui-même. Nous connaissons ceux qui peuvent parler au nom du Bloc. Alors si Jacques, dans une déviance, a tenu des propos, au sein du parti, il y a quand même des mécanismes pour que les membres soient interpellés. Peut-être qu'il est interpellé déjà à ce niveau. Mais pourquoi il y a autant de tollé? C'est parce que, depuis un moment, dans la sous-région, on a constaté que les chefs d'État finissent par dire que la Constitution, finalement, c'est un bout de papier. Le peuple me réclame, donc je reste. Et c'est assez dynamique qu'on a vu le troisième mandat, je crois, en Côte d'Ivoire. On l'a vu en Guinée-Conakry, ce que ça a créé. On a vu même à côté de nous, au Togo, lui, il en est à son 4e mandat. C'est le plus jeune des présidents, mais le doyen en termes d'exécution de mandat, de longévité au pouvoir. Donc, je crois que c'est parce que le peuple a vu dans la sous-région, c'est une chose que le peuple est un peu regardant sur les propos que les acteurs tiennent. Les acteurs politiques ne sont pas si mauvais que ça. Il y en a qui sont de bonne foi. Parce que je sais qu'il y en a qui ont la crainte même de Dieu. J'en connais. Et vous avez bien fait de citer, en interrogeant l'histoire politique du Bénin, on a vu qu'en 2005, au moment qu'elle devait finir, il s'est trouvé des jeunes et même des sages qui ont dit non, il faut qu'il reste. En 2016, avant 16, il y a en 2012, mais la parole du discours entre le président Talon et le président Yahi Boni, entre autres sujets, il y a ça. Vous avez suivi la réaction du chef de l'État, Patrice Talon, sur LFI, quand il parlait de canular. Et il est allé plus en détail pour montrer qu'il avait été appelé à jouer comme du mieux qu'il peut au Parlement pour qu'on puisse tripatouiller le test afin que Boni Yahi puisse rester au pouvoir ad vitam aeternam. Or, il faut trouver les mécanismes pour que les chefs d'État ne puissent pas s'éterniser au pouvoir. Il y a toujours un mécanisme pour ça. Aujourd'hui, il y a le taux de suspicion qui est très élevé au Bénin. Pourquoi? Parce qu'on sait que le chef de l'État, Patrice Talon, a une majorité au Parlement. Et s'il avait la volonté d'aller à une révision, cela est possible parce qu'il a une majorité qui lui permet d'engager une réforme constitutionnelle. Mais lui-même, je crois qu'il est revenu, il a martelé plusieurs fois et je crois qu'il faut quand même lui faire confiance. Sa parole doit faire foi. Oui, parce qu'il y a des garde-fous. Autrefois, s'il en est venu peut-être à ne pas respecter le mandat unique dont il parlait, c'est parce que ça n'a pas eu l'écho favorable au Parlement. Vous savez que le Parlement, c'est la représentation nationale. C'est en fait c'est le temple de la démocratie, c'est la Mecque pour chaque pays, la démocratie. Donc tout ce jour-là, si les parlementaires n'ont pas pu eux-mêmes se mettre à la hauteur pour savoir qu'en politique, il y a de la diversion par moment et qu'il y a le jeu des acteurs qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres pour pouvoir apprécier et qu'ils ont laissé le jeu se faire en croyant qu'ils sont plus intelligents que celui qui a initié la loi. Mais aujourd'hui, même on constatait qu'il y avait une fenêtre qui était possible puisqu'on n'a pas dit dans la Constitution que le chef de l'État est tenu à un mandat unique. On a la Constitution, l'article 42 est resté tel. Il a fallu 2019 pour que nous puissions toucher à l'article 42 en mettant encore d'autres garde-fous qui limitent davantage la possibilité qu'un chef d'État fasse plus de 2 mandats de sa vie. Et ça doit être salué. Alors, je voulais revenir sur, en fait, les propos de Jacques, parce que vous avez voulu que je me prononce là-dessus. Il reste un citoyen, il a droit à un avis. Nous devons travailler à ce qu'il n'y ait pas des mesures draconiennes. Même les mesures draconiennes, aussi draconiennes qu'elles étaient, elles ne touchaient pas à certains aspects de la vie nationale dans la Grèce antique. Alors, on ne va pas chercher à régler le point de Jacques pour tordre le cou à la démocratie. Nous savons tous que c'est un principe et le respect de l'opinion de l'autre. En fait, il faut être tolérant. J'ai toujours dit ici que la tolérance est une vertu de la démocratie et ça, c'est pour le respect de l'opinion de l'autre. Il faut que chacun soit en capacité de dire ce qu'il pense. D'accord. Maintenant, la démocratie suppose que nous puissions aller sur le terrain de l'affrontement. On va confronter les idées pour éclairer la lanterne du peuple. Le peuple n'est pas dupe et il ne faut pas sous-estimer le degré de juridicité du peuple béninois. Le peuple est plus intelligent que vous et moi. Parce que nous croyons que c'est 80% d'analphabètes. Or, analphabète ne veut pas dire bête. Bon, j'ai vu des sages, c'est pourquoi je dis que je suis les éléments parfois, même quand mon frère Tanguy va dans les brousses pour faire ses reportages, je le suis parce que je vois comment est-ce que les sages au village, qui n'ont même pas eu la chance de côtoyer les murs de l'école, réfléchissent. Et je trouve que c'est formidable. Donc, Jacques Migan
doit répondre de ses actes devant son parti politique. Il n'a pas parlé au nom du parti. Il n'est pas porte-parole d'un gouvernement. Alors, mais face au tollé, est-ce que le parti n'aurait quand même pas dû se faire un communiqué pour situer tout le monde, pour vraiment mettre Jacques Migan en face de réserve? J'ai eu l'opportunité, faire savoir à l'opinion sur votre plateau de faire un débat avec des acteurs importants. Il y avait Ordina Latine de l'Union progressiste, le Renouveau qui était là. Il y a le maire de Boycon, en fait, Rufino d'Almeida, qui est venu au nom du bloc républicain. Il y a M. Nourenou Achadé, démocrate, qui devait venir, mais qui a fait défection, qui a laissé le fauteuil vide. Et là, je vais en revenir quand on aura l'opportunité d'ouvrir ce débat, parce qu'il y a eu Karim Goudi sur une chaîne américaine. Et alors, ils sont au moins 28 au Parlement là-bas, et puis personne n'est disponible pour venir, pendant qu'il faut venir confronter les idées pour éclairer la lanterne du pays. D'accord. Donc, Jacques Migan n'a pas parlé au nom, n'est pas porte-parole d'une instance gouvernementale, il n'est pas porte-parole de son parti politique, il n'est pas porte-parole des citoyens béninois, et il a dit que... Mais le clarifier ne serait pas superflu de la part du BR. Mais il a porté des gants. Il dit que c'est sur la base d'un sondage. Maintenant, il faut demander, est-ce qu'il est président d'un institut de sondage? D'accord. Et quels sont les éléments, les chiffres qui lui permettent d'aller à cette affirmation? D'accord. On va prendre à présent l'avis des internautes, d'accord, parce que c'est important ici. Il y a les grandes réflexions, les grandes théories des docteurs, parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui 2 docteurs sur le plateau, docteur Paul-Marie Ouessou et docteur Tanguy Agoï. Vous avez donc compris. Et justement, on va faire un petit break pour prendre l'avis des internautes. Bonjour Stan. Bonjour Rodrigue Eman Amenga, bonjour à chacun et à tous. Eh bien, que pensez-vous des propos de Maître Jacques Migan qui convie Patrice Talon à un 3e mandat? Voilà la simple et unique question que nous avons adressée aux téléspectateurs. Absolument. Et il y a eu beaucoup de réactions. Des internautes sont contre l'opinion de Jacques Migan. Pour eux, pas question d'induire le président de la République en erreur en exigeant de lui un 3e mandat, lui qui veut sortir à la fin de ce dernier mandat pour être applaudi, disent les internautes. Certains estiment que la justice devrait s'autosaisir de ce dossier. Alors, on va découvrir tout de suite les avis. Oui, et la première réaction nous vient de Jean Kokouzounon. Sur Facebook, il indique que c'est vrai que nous sommes en démocratie et chacun est libre d'exprimer son opinion. Mais arrêtons d'encourager la violation de notre loi fondamentale. Au Bénin, la Constitution prévoit 2 mandats, pas plus. Le président Patrice Talon est en train de faire son dernier mandat. Ailleurs, la justice ne va pas rater M. Migan, estime notre ami Jean Kokouzounon. Bokor Roland Caliste abonde dans le même sens. Il assure que pour certains, tout est permis dans une démocratie sans aucun égard pour les lois existantes. Les propos de cet homme de droit sont si graves qu'on peut même douter de son professionnalisme. Face à un cadre du genre, je suis d'avis avec quelqu'un qui compare le D129 à un désert de compétences. Cette déclaration est attentatoire et constitue une vraie menace pour la paix. La Criette devra s'autosaisir du dossier pour recadrer l'auteur de cette dérive sénile, pathologique, destructrice, affirme notre ami Bokor Roland Caliste, très remonté. Pour Narcisse de Saron, si nous-mêmes, population, nous encourageons les chefs d'État africains à faire plus de 2 mandats, ce qui est contraire à la Constitution, quand est-ce que nous, Africains, allons donner de la valeur à la Constitution de nos pays? Quand est-ce que les autres continents vont nous donner de la valeur? J'aime le chef de l'État, j'aime ses idéaux, je partage le même bord politique que lui ou j'ai la même vision que lui, ne veut pas dire qu'il faut encourager à faire plus de 2 mandats. Où se trouve notre conscience, s'interroge Narcisse de Saron. Georges Dededji affirme: je pense que c'est très mauvais. Un proverbe dit: personne ne dit rien sans rien. Je vois ce que fait le président, mais un retour au pouvoir, non, non et non. La Constitution est très claire sur ce cas dans ses articles. Le pouvoir est une succession, disait l'autre, écrit Georges Dededji. Arnaud Pardonneau vient conclure en ces termes: si nous analysons le dynamisme que prône le gouvernement du président Patrice Talon dans pratiquement tous les secteurs, tout le monde aura voulu qu'il fasse un 3e mandat sans doute. Mais nous avons une constitution qui ne saurait autoriser un 3e mandat.
pousser donc le président Talon à un troisième mandat traduit un comportement anticonstitutionnel et la violation de la Constitution, selon notre ami Arnaud Padono. Merci beaucoup à vous, mon cher Stanislas Soussalimpon. On remarque que tous les internautes ont dans leur presque entièreté, je vais dire, dénoncé ces propos de Maître Jacques Mégan. Merci, bien sûr. Stan. Je vous en prie. Et très bonne journée à vous. Merci, pareil. Allez, on revient par ici, bien sûr, pour conclure sur ce sujet. Le temps imparti à ce sujet est totalement terminé. Mon cher Tanguy Agoye, vous avez écouté les explications de Francis. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet? D'abord, oui, rapidement. Hein. C'est vrai qu'il y a un test standard pour la prestation de serment du président de la République, mais juste après, il me semble qu'il y a un discours d'investiture qui, pour moi, fait partie intégrante de cette cérémonie de prestation de serment. Ce que vous dites, les tests que vous récitez et en même temps les grands engagements que vous prenez dans votre discours font partie intégrante, à mon avis, de cette prestation de serment. Et justement, dans ce discours-là, le chef de l'État disait qu'il ferait de ce mandat unique une exigence morale, etc. Je n'ai pas un peu l'extrait en tête. De sorte que, pour moi, le dire à cette tribune vaut un engagement exactement comme un serment. Mais on ne va pas faire le débat sur la focus sur cela. Il faut juste constater que nous sommes dans un contexte et que les esprits sont fébriles et que l'intervention de certains nombre de propos comme cela peuvent alimenter ce que nous constatons et vivement que le chef de l'État continue de prendre la hauteur comme cela et que 2026 ne nous révèle pas d'autres visages afin que nous continuions à douter de nos acteurs politiques. Dr Paul-Marie Wessou, le moment venu, je ferai savoir ma position d'abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise. Voilà ce qu'a déclaré Macky Sall. Là, nous sommes déjà au Sénégal puisqu'il s'agit presque du même sujet, une affaire de troisième mandat qui divise la classe politique au pays de la Teranga. On va faire justement ce détour avant de revenir parler de cette proposition de loi, du parti d'opposition les démocrates. Donc, Macky Sall qui entretient totalement le flou au sujet d'un troisième mandat éventuel. Écoutez, c'est une dérive. Moi, j'ai déjà dit. J'ai eu à le dire, mais avant de parler de Macky Sall, donnez-moi juste si vous permettez, parce qu'on a bouclé sur le premier sujet. Oui, parce que... on a pu trouver le couloir pour attaquer le oui, bien sûr, on reste dans le couloir, le nouveau couloir, mais juste en rappelant un peu qu'il a mis l'accent sur le fait que Jacques Mégan est libre de ses opinions, et il a parlé de liberté, mais je crois que depuis 6 ans, ce que le président Talon essaie de nous faire adopter comme culture, c'est que la liberté va avec la responsabilité. Si vous ne mettez pas les deux, pour cela, je crois que des gens se sont retrouvés en prison pour n'avoir pas mis les deux ensemble. Et je crois que Jacques Mégan, et moi j'insiste à te le dire, que Jacques Mégan étant, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe de ce qu'il est membre du bureau politique de BR, mais s'il étant membre d'un parti et à ce niveau de responsabilité, doit savoir associer liberté et responsabilité. D'accord. Alors, ceci dit, si nous revenons au Sénégal et que nous voulons parler de Macky Sall, moi, je dis c'est très malheureux. C'est très malheureux de la part de Macky Sall. Moi, enfin, il ne faut pas porter de gants pour parler de ces gens parce que, vous voyez, nous avons tous soutenu Macky Sall dans ce pays. Autant nous ici que le mouvement Y en a marre au Sénégal. Vous vous rappelez cela? Parce que Macky Sall ne serait jamais allé au pouvoir s'il n'y avait pas le mouvement Y en a marre. C'était juste au terme de 2 mandats de Wade et qui était dans la velléité d'aller pour un 3e mandat. Et on a tout fait. Les gens ont fuyé, les gens se sont battus. Il y a eu même des morts pour qu'ils viennent au pouvoir. Alors, c'est ce que je dis, responsabilité. Qu'est-ce que ça... Si on se rappelle cette histoire-là, alors pourquoi on entretient le flou et on enferme celui-ci, on enferme celui-là, on fait ceci à tel opposant, on fait cela à tel opposant. Au nom de quoi? Au nom de... On a construit quelques kilomètres de route.
au nom d'eux, on a construit quelques châteaux, on a fait certaines choses dans le pays. Non, moi je crois que pour construire nos pays, j'ai eu la chance de le dire plusieurs fois, pour construire nos pays, et il faut se le rappeler, pour construire n'importe quel pays, et je crois que lorsque Jacques Migan avait prononcé en 2020 déjà cette question du président Talon qui devrait remplir pour un deuxième mandat, j'avais écrit un texte pour dire que il est vrai qu'on construit des routes, c'est une bonne chose. C'est toujours, comme je le dis souvent, c'est quelques kilomètres, on ne peut pas construire toutes les routes du pays en 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, même 5 mandats, on ne peut pas le faire. Mais ce qu'il y a à construire le plus, c'est les éléments intangibles de ce qu'on appelle la nation. Et les éléments intangibles de la nation incluent les structures sociales. Les structures sociales, c'est ce qui fait, c'est cette chose-là qui fait que vous et moi, nous sommes sûrs que nous parlons le même langage. C'est ce qui nous lie ensemble, c'est ce qui fait que je pense que quand vous me dites quelque chose, vous ne me mentez pas. Et oui, je crois que vous ne me mentez pas. Et c'est ce qu'il dit en rappelant le discours, parce qu'il semble avoir séparé le discours du chef de l'État de la prestation de serment, mais on a convoqué tout le monde. C'est une cérémonie officielle et d'inauguration. Et c'est une cérémonie où même les ancêtres sont présents, puisque... D'investiture, vous voulez dire? Bien sûr, puisque on le dit au nom de Dieu, au nom de nos ancêtres, n'est-ce pas? Donc, tout est présent et toute déclaration faite dans ce contexte est très, très importante. Et ça, c'est très important pour ce que j'ai appelé tout à l'heure la structure sociale. C'est-à-dire, je crois, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous parce que nous avons cette habitude que nous tenons la parole que nous avons donnée. D'accord. Et très surtout bien. dans certaines circonstances. Et c'est ce que, comment dirais-je, Macky Sall semble avoir oublié. Et c'est ce qui entraîne le Sénégal dans la violence dans laquelle nous nous retrouvons en ce moment. Francis Lejatalier, on sait que le Sénégal est un bastion de la démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est l'un des rares pays donc, dans cette sphère régionale à ne pas avoir connu de coup d'État. Et on s'en félicite d'ailleurs. C'est un exemple de démocratie. Mais aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on remarque que le Sénégal est en train de briller de façon triste par ce genre d'ambition. Voilà. Le troisième mandat, on l'a vu avec le président Wade, sa fin de mandat qui était quelque peu tumultueuse. On est en train de le voir maintenant avec Macky Sall qui termine son mandat en février prochain. Et pour l'instant, on ne sait pas si il sera candidat, non, il ne sera pas candidat. Finalement, est-ce que ce n'est pas nauséabond tout ça? Je suis un peu peiné parce qu'il y a un mot que vous avez utilisé qui m'a un peu choqué. En fait, bastion de la démocratie. Non, écoutez, ils ont évolué par consensus. Je crois que quand Senghor voulait partir parce qu'il lognait l'académie. La démocratie aussi, c'est le consensus. Non, mais si vous voulez qu'on fasse l'histoire du Sénégal, on en fait. La démocratie aussi, c'est le consensus est un intrant de la démocratie. Est-ce qu'on est d'accord? Mais écoutez, vous savez que nous, en 90, au moment où on a fini avec le régime monolithique du Kélékou et qu'on allait à la conférence nationale, la conférence a servi de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale. Nous sommes devenus des baromètres des grands changements intervenus sur le continent. Le Bénin a enseigné à l'Afrique. Donc, si vous dites que le Sénégal est bastion, moi je suis peiné parce que c'est que le Bénin a été cité dans toutes les tribunes comme un des grands modèles de la démocratie. Le Bénin est alors une citadelle, si vous le savez. Ben oui, si, mais écoutez. D'accord. J'ai une fierté. Le Bénin est une citadelle. Oui, on vous l'accorde. J'ai une fierté de parler de mon pays parce que vous savez évidemment que le Sénégal, ce qui se passe, c'est quoi? Vous savez, en 2012, parce que quand le docteur parlait de velléité, non, il y avait une volonté faible du président Wade, qui pourtant a 2 doctorats, de pouvoir faire un 3e mandat. Et il a été candidat. Mais oui, si. Et vous savez qu'il y a eu des panels, de grands juristes, des débats de très haut niveau, de constitutionnalistes à ce sujet. Mais écoutez, en 2012, le président actuel, Wade, le président Macky Sall, a pris son petit matelas, elle dans la rue, et a dit qu'il est capable, il va dormir là autant que... Bon, alors, 2012, il devient président, il fait un septennat. En 2019, il remplit, il fait maintenant un quinquennat qui va finir le 25 février, je crois, 2024. Alors, quelqu'un qui a combattu le 3e mandat, qui en vient maintenant dans la fonction, dans la charge, et qui entraîne le flou, parce que j'ai lu sur sa page Facebook, je crois, hier,
que, bon, en fait, au début, les discours évoluaient. Au début, il disait que non, il ne veut pas annoncer pour que les acteurs ne commencent pas à s'agiter. Mais cette fois-ci, il dit non, mais que la Constitution... Bon, écoutez, parce que la Constitution de 2016, en fait, ouvre la possibilité, le débat est encore en cours, ouvre la possibilité pour qu'il soit candidat. Bon, maintenant, est-ce que le Conseil constitutionnel va-t-il valider? Parce que, en fait, il faut voir les dispositions constitutionnelles. Parce qu'en fait, la démocratie suppose le respect des lois, des textes. Et à ce titre, je crois qu'il est dans ses droits de pouvoir aller. Mais, en tant que président, il a été président, en fait, de la grande famille africaine, en fait, de l'Union africaine. Et il est allé dans plusieurs tribunes faire le médiateur. Je crois qu'il a aussi géré les crises qui ont secoué la sous-région ouest-africaine. En ce qui concerne le troisième mandat, je crois que quelqu'un a dit que non, que c'est Ouattara qui l'a piégé, lui il a engagé, par la suite il a fait des frais, Ouattara lui l'a réussi, et peut-être qu'il veut un quatrième mandat. Il faut que nous puissions aller, parce que dans le cadre de la CEDEAO, on a dit qu'il faut aller à la limitation des mandats. D'accord. Quelqu'un a voulu aller au-delà, je crois qu'il y a jamais en Gambie. Et en ce temps, personne n'a... Mais Marcel Alain de Souza, alors président de la commission de la CEDEAO... Vous avez vu, sa décision a été ferme. Sauf que, à Lomé, quand son beau-frère a voulu aller au-delà, il n'a pas pu prendre les mêmes mesures. Il y a eu 2 poids, 2 mesures. C'est ce qui fait évidemment qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a un petit problème. Et je voudrais que Macky cesse parce que, vous savez, il a en face de lui un jeune acteur politique qui fonctionne non pas avec Machiavel, parce que le prince, lui, c'est l'art de la guerre, c'est Sun Tzu. Avant même que Macky Sall ne pense à une stratégie, Sonko l'a déjà eu. D'accord. Et vous avez vu que quand on envoie la horde dans sa maison, mais il a pris son fils qui doit aller à l'école, il vient et il voit le barrage, il dit mais voilà, et Macky Sall envoie ses enfants à l'école, mais lui, il est citoyen sénégalais et son enfant l'empêche de le déposer à l'école. Alors ça, il joue sur la psychologie des Sénégalais. Et cette fois-ci, quand il s'est fait arroser par ce qu'il a dit là, il est dans une clinique. Pas un liquide inconnu. Je ne sais pas, il dit dans une clinique. Ça participe de la stratégie en politique. Et ça fait enfler en fait le débat. Et je crois que Macky en sage, je sais qu'il a beaucoup de marabouts, beaucoup de imams qui travaillent pour lui et qui le conseillent, qui prient pour que Dieu puisse lui accorder la lumière. Alors, Tanguy Agoï, cette question de troisième mandat finalement, est-ce qu'il ne faut pas se départir des émotions et la regarder de beaucoup plus près? Puisque ça devient presque une ritournelle, est-ce qu'il ne faut pas justement se pencher fondamentalement sur la question et plutôt que d'être frileux, renfermé à l'idée, est-ce qu'il ne faut finalement pas ouvrir véritablement le débat et en parler vraiment à bâton rompu et se dire quelque part si on a tendance à vraiment ressasser ce troisième mandat, c'est que clairement c'est devenu un fait social qu'il faut analyser de plus près. Je suis d'accord. C'est vrai que ça va être un parti, sinon que je dirais que je suis un peu partagé. Quand je vois un peu le comportement, je dois dire, des chefs d'État africains, surtout de ceux qui ont longtemps combattu la dictature et qui accèdent finalement au pouvoir. Enfin, un peu pour rire. C'est comme s'il ne faut jamais élire quelqu'un qui a été opposant pendant longtemps. Regardez un peu en Guinée, regardez un peu au Sénégal, regardez un peu autour de nous. Vous allez voir que, en tout cas pour ceux qui ont été en Côte d'Ivoire, ceux qui ont été longtemps opposants, quand ils accèdent au pouvoir, ils veulent toujours continuer à rester au pouvoir. De sorte à se poser une question, est-ce que c'est le pouvoir qui corrompt ou qui transforme la façon de voir la perception de la chose politique? Ça, c'est une interrogation que je me fais. Mais l'autre chose, et c'est là où je suis d'accord avec vous, il faut qu'à un moment donné, nous puissions vraiment poser le débat. C'est vrai que les principes sont les principes et moi, je n'aime pas transiger avec les principes. On a dit nous sommes en démocratie. Qu'est-ce que la démocratie dit? Les tests que nous avions ensemble retenus disent chacun doit faire, s'il arrive au pouvoir, 2 mandats, puis il va plier ses bagages et partir. Non, les principes sont les principes, il faut les respecter. Mais nous sommes dans un contexte où les choses se passent et remettent à mal notre cohésion. Parce qu'à chaque rendez-vous électoral, à chaque fin de mandat, à chaque fin de cycle, on a toujours cette violence qui est au rendez-vous. Alors, il faut poser le débat. Et la question mérite de se poser parce que dans les gènes intrinsèques même des Africains, la question de démocratie, vue comme
question de mandat où le pouvoir d'un homme peut expirer, ça n'existe pas en tant que tel. Et c'est pourquoi on peut comprendre cette propension donc, des chefs d'État à vouloir continuer à garder le pouvoir alors même que leurs mandats sont arrivés à terme. Ça, c'est un premier élément d'analyse. C'est Félix Houphouët-Boigny qui disait que de son vivant, un roi ne peut jamais connaître son successeur. Il peut participer à le désigner, mais il ne peut pas voir un autre roi pendant qu'il est en vie. Donc, on a cette conception traditionnaliste du pouvoir qui continue encore de prospérer dans la tête de certains dirigeants, malgré leur passage à l'école du blanc et leur façon de porter assez intelligemment la veste. Ça, c'est un premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau d'analyse, et ça, c'est avec le confrère Alain Foucault de RFI que j'ai pu commencer à réfléchir là-dessus, c'est ce que nous coûtent nos consultations électorales. Quand on voit un peu que chaque 10 ans, on doit aller aux élections pour changer d'équipe, et qu'au fond, la marche n'est pas de la bonne qualité que nous voulons, que les institutions, d'abord même, si on doit changer d'équipe, il faut forcément que nous nous battions, que nous entretions, que nous étions 2 ou 3 de nos frères, qu'on recommence tout à zéro, que celui qui a construit, qui est en train de partir, soit détruit d'abord, avant qu'on installe quelqu'un d'autre, et que quand celui-là vient aussi, il a parfois du mal à prendre en main véritablement les manettes du pouvoir et à gérer. Vous voyez un peu le cas assez difficile et compliqué de notre cher ami du Congo démocratique, qui a mis pratiquement 4 ans avant d'accéder au pouvoir véritable du Congo et de pouvoir faire les choses comme il les entend. Et voilà que son mandat est déjà terminé. Quand on voit ça, quand on voit les milliards qu'on investit à chaque consultation électorale, il faut se demander si véritablement 2 mandats nous permettent d'être tranquilles dans la tête, de nous consacrer à des sujets importants, pertinents, pour aller de l'avant. Je crois que le débat, il est ouvert. On ne devrait pas vraiment... C'est une réflexion globale qu'il faut mener. Il faut vraiment voir ça. D'accord. Oui. Alors, on a très peu de temps, messieurs, malheureusement, 5 minutes pour boucler ce sujet sur l'affaire des 3e mandats. Je propose qu'on revienne, avant d'en venir à vous, il y a le docteur Paul Maïwessou, je l'ai vu remuer de la tête. Semble-t-il, il n'est pas vraiment très enclin à la ligne que donne Tanguy à sa réflexion. Non, tous les 2 axes-là sont vraiment pas là où il faut mener la réflexion. Le premier axe, c'est la conception traditionnelle du pouvoir. Jamais en Afrique, il y a eu un pouvoir, traditionnel ou absolutiste, je veux dire. Il n'y a jamais eu un pouvoir traditionnel absolutiste où le chef de l'État, comme il a dit tout à l'heure, que s'il veut modifier les choses, il modifie. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y avait, en tout cas pour ce que je connais du Bénin, dans le contexte, on peut dire, fond, ce qu'on appelle Taïno. C'est une femme. La reine-mère. La reine-mère. Quand elle dit non, c'est que c'est non. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Il y avait les ancêtres. Et quand on consulte les ancêtres et qu'ils disent non, si vous faites, c'est soit vous aurez la sécheresse, vous aurez quelque chose arrive qui fait que le roi n'est pas libre de tout faire en ce qui concerne le pouvoir politique. Donc, ce n'est pas du tout le pouvoir traditionnel qui trompe les gens, c'est que les gens se mettent dans un espace qui n'est même ni traditionnel, ni cet espace, celui que nous avons de cela. Non, deuxième point sur lequel... On a un dernier sujet à aborder. Oui, je suis un peu peiné, mais bon, dommage. Le dernier point, c'est ce qui nous coûte nos élections. Mais je suis désolé. Ce qui nous coûte nos habits, c'est ça que nous coûte nos élections. Regardez, les États-Unis font élection tous les 2 ans. Vous allez me dire, les États-Unis sont riches. C'est faux. Les États-Unis ont commencé depuis comme ça. Et c'est au moment où ils étaient encore un pays sous-développé, très pauvre. Ils ont commencé depuis comme ça. D'accord. Et c'est ce que j'appelle structure sociale.
C'est-à-dire, vous donnez votre parole, vous devez pouvoir respecter. D'accord. Francis, en 30 secondes, mais alors là, vraiment très intransigeant sur le temps. Oui, je crois évidemment que du point de vue de la finesse de raisonnement, j'ai quelques éléments à relever. Je crois que c'est vrai, plus ou moins, qu'en Afrique traditionnelle, il existait quand même des garde-fous. Si vous lisez l'histoire des Oyo Messi, vous allez voir que quand le roi en venait à des abus, il y avait comme une cour constitutionnelle qui devait lui montrer l'œuf d'un perroquet. Et le roi était frappé d'infimité. Alors, c'est que l'infimité le disqualifiait pour le pouvoir. Donc, il y avait aussi des mécanismes de contrôle du pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir aussi excessif, aussi féodal. Bon, et second aspect, le grand débat sur ce que nous coûtent nos élections. D'accord, c'est vrai, on peut ouvrir ce débat. Mais écoutez, la démocratie n'est pas un fleuve tranquille. Vous avez vu aux États-Unis, vous avez vu au Brésil, vous avez vu ailleurs. Mais voyez en Chine, dites-moi, la Chine est-elle un État démocratique? Si oui, écoutez, Xi Jinping est en train de faire un troisième mandat. Observez en Russie ce qui se passe. Il peut laisser autant qu'il peut. Mais écoutez, ça n'a pas gêné ces populations. Mais en Afrique, nous avons une mentalité et nous avons un mode opératoire. C'est que depuis un moment, à la fin des années 80, et même pour certains pays, au début des années 2000, il y a un peu comme un attachement à la limitation des mandats. Faire en sorte qu'on puisse provoquer la rotation des personnes politiques au pouvoir afin que un seul individu ne s'éternise pas pouvoir, ne reste pas pouvoir ad vitam. D'accord. N'a pas ça pour quelqu'un d'autre qui peut faire le job. Il faut diversifier, évidemment, l'approche gouvernementale. En fait, parce que du point de vue de la gouvernance, la qualité de la gouvernance, il y a toujours quelque chose à apporter. D'accord. Je pense que c'est un débat général qu'il faut mener sur la question du troisième mandat. Pourquoi ça divise autant? Je pense qu'il y a des éléments, des approches politiques, sociologiques qu'il faut convoquer pour bien évidemment faire une analyse assez holistique du sujet dans son ensemble. Quelques petites minutes ne sauraient suffire pour bien évidemment évacuer le sujet. Toute chose, bien évidemment, qu'on vous promet pour les prochaines émissions. Pourquoi pas ne pas consacrer un forum de discussion entier à la question du troisième mandat. Une approche assez holistique. On verra bien avec l'équipe de production de 5 sur 7 matin. Allez, on en vient à présent à cette proposition de loi d'amnistie. Je reste avec vous, Francis. Chacun aura vraiment, alors là, réglo 1 minute pour opiner sur le sujet. Les démocrates, est-ce qu'ils s'y prennent de la bonne façon? Oui, je crois qu'évidemment, la démarche, elle est salutaire. Sauf qu'elle manque un peu de l'élégance, en fait. Parce que j'ai écouté Odile Aladati ici, j'ai écouté aussi Bedro Filo d'Almeida, puisque j'étais l'analyste politique invité pour ce débat, où les 3 partis qui siègent au Parlement devaient dire leur point de vue sur cette question-là. Je crois qu'en fait, les éléments de langage ont changé. Si vous avez suivi, évidemment, le vice-président Nourenou Achadé, si c'était évidemment ce discours que les démocrates avaient, le pays n'aurait pas connu autant de crises. Parce que je crois que si vous reprenez le discours, vous allez voir, au point même qu'ils appellent le chef de l'État, qui est père des filles et des fils. Je crois que les mots sont bien choisis parce qu'après tout, il s'agit ici d'une question politique. Quand vous avez une question politique et vous voulez une réponse politique, il y a une démarche, il y a une stratégie à adopter. Et si cette démarche-là est biaisée, forcément, ça engendre des crises. Cette fois-ci, je crois que c'est bien en termes le format est très bien, sauf qu'il y a des contacts préliminaires. J'aurais pu échanger avec les bureaux de l'UP et puis du Bloc républicain. Et comme il existe au Bénin ce qu'on appelle le cas de concertation entre les chefs d'État, puisque vous avez vu Soglo défiler à la présidence, il y a eu défiler à la présidence parce que le chef d'État a manifesté sa volonté de mettre en place un cadre de concertation pour que les chefs d'État en fait, puissent se concerter sur les grands sujets du pays. Dans ce cadre-là, le président Boyaï pourrait faire la démarche vers le président Talon pour partager avec lui la démarche de son parti. Et comme ça, quand cette loi d'amnistie sera portée au Parlement, puis certainement ils sont en vacances parlementaires, et quand ils vont reprendre, le président va l'introduire pour que le débat soit fécond, stimulant et Tanguy Agoyi, en 1 minute, une loi d'amnistie, est-ce que vous y croyez? En 1 minute, chrono. Oui, je vais commencer par chronométrer. Je voudrais rapidement revenir sur mon intervention tout à l'heure. Il me semble que cela a été mal cerné. Je crois que quand je parlais de conception traditionnaliste de pouvoir, je ne parlais pas d'un pouvoir absolu et totalement absolu, puisque j'ai donné même l'exemple de Houphouët-Boigny qui disait que, en tout cas pour un roi,
il n'est pas bienséant qu'il soit encore en vie alors que quelqu'un d'autre accède au pouvoir et qu'il règne. Donc, dans la tête, en tout cas, tel que moi je le vois, dans la tête des présidents africains, c'est que dès lors qu'ils sont au pouvoir, ils doivent y rester jusqu'à la mort. Et je crois que c'est ça qui les dérange un peu, que de voir qu'ils doivent prendre une retraite et permettre à quelqu'un d'autre d'exercer. Sur la question de la loi sur l'amnistie, je crois que, c'est des députés, ils ont initié une proposition de loi, c'est de leur ressort, quitte maintenant à avoir, au niveau du camp d'en face, s'il doit avoir une réceptivité. Et pour les réactions que j'ai ça et là, je n'ai pas l'impression qu'on est disposé, en tout cas, à aller dans ce sens-là. Et il me semble qu'en faisant ça, les démocrates mettent justement les deux autres partis politiques devant le fait. Nous sommes une nation et si nous avons des problèmes, nous devons pouvoir avoir la capacité, la grandeur d'esprit de pouvoir nous asseoir, discuter et surtout nous pardonner. Je crois qu'ils sont dans cette logique-là. Maintenant, si les autres s'opposent, cela sera interprété et perçu dans l'opinion publique comme des gens qui sont braqués, peut-être fermés, pour des raisons qu'on ne connaîtrait pas. Docteur Paul-Marie Ouessou, pour clore... j'ai fait 60 secondes, non? Beaucoup plus. Allez, docteur Paul-Marie Ouessou, pour clore le sujet, est-ce que vous pensez qu'une loi d'amnistie est faisable ou vous optez plus pour une grâce présidentielle? Parce qu'on sait que entre les deux, il y a un monde d'écart et il y a un monde d'opportunités qui se brise dès lors qu'on quitte l'amnistie pour la grâce présidentielle. Bon, tout dépend du président de la République, parce que la grâce présidentielle viendra de lui. Et je crois qu'il n'a pas laissé entrevoir quelque part dans les discours passés que j'ai suivis que cela pourrait avoir lieu sous son mandat. Puisqu'il a dit que, bon, peut-être son successeur pourra faire quelque chose dans le sens de la loi. Enfin, de la grâce. Okay. Mais en ce qui concerne... Rappelez que la grâce n'efface pas le casier, mais l'amnistie, oui. Oui, bien sûr. Ensuite, il faut dire que l'amnistie, moi je pense, c'est un débat qui est ouvert et je m'étonne que mon ami Francis veut toujours faire porter un chapeau négatif aux démocrates en disant que oui, c'est eux qui ont été à la base de tout ce qui s'était passé dans le pays avant, dans leur discours, de par leur discours. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je pense que nous sommes au terme de ce forum de discussion. Ça a été un plaisir de partager ces immenses moments en votre compagnie pour discuter des sujets très très passionnants. Merci Dr Paul-Marie Ouessou, franchement. Il y avait plus ce matin à Cotonou, mais vous avez bravé la pluie pour être là, tout comme Tanguy Agoyi, merci, tout comme Francis, très à l'heure comme toujours. Merci beaucoup à vous messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci bien. 5 sur 5 matin, il est l'heure à présent de parler sport avec Blaise Adampo, les Guépards qui quittent Cotonou tout à l'heure vers les cours de 13h-14h direction Kigali, où ils vont jouer mercredi au Stade Pelé.